Le cinéma est mort, vous me dites? Émission nécrophile de Canal B. Ben, on va essayer de le faire revivre. Hein? Mais ça peut arriver. Un miracle. Théo, comment va ma fille? Est-ce qu'Annabeth tient le coup? Il faut les mettre au frais. T'as des glacières? Et toi, comment tu t'en tires jusqu'à maintenant? J'ai pas encore réalisé, Théo. Ouais. Quand ça arrivera, tu vas en baver. Quand ma Janet est morte, ça a été terrible pendant 6 mois. Mais mes enfants étaient grands. J'ai eu cette chance. Toi, t'as des responsabilités familiales. Des responsabilités familiales? Ouais. Tu dois t'occuper de ma fille et des 2 petites. Ça doit être ta première priorité maintenant. Tu crois que ça pourrait me sortir de l'esprit, hein, Théo? Il fallait que ce soit dit, c'est tout. Tu vas surmonter ça, parce que t'es un homme. Comme j'ai dit à Annabeth à votre mariage, je lui ai dit, c'est un homme de la vieille école que t'épouses là. Ils l'ont mise dans un sac. Quoi donc? C'est l'impression que j'ai eue en voyant Katie à la morgue. Ils l'ont mise dans un sac pour le frapper ensuite à coups de barre de fer. Je sais pas. Janet est morte dans son sommeil, avec tout le respect que je te dois. Elle s'est endormie paisiblement, elle ne s'est pas réveillée. T'as pas besoin de me parler de Janet. Ma fille, c'est un meurtre. Elle a pris une balle dans le corps. À l'heure qu'il est, elle est en autopsie. Des types la charcutent avec des scalpels et des écarteurs. Et toi, tu viens me parler de mes putain de responsabilités. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh nom de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Trollston. Oh, ton cul. C'est mon génie. Où tu vas là, père l'alcoolique? Le père l'alcoolique te prévient qu'il est un père l'alcoolique fatigué, qui a des renvois de barbelés, qui pisse du napalm et qui te vide un chargeur dans le cul d'une mouche à 200 mètres. Alors arrête de me peler le jonc, sinon va y avoir explication des gravures. Tu la ramèneras moins quand t'auras les burnes au fond du bec, boule à zéro. Pour moi, il y a déclaration de guerre. Oh! 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 Reste dans ton coin et apprends à pisser le sang avant d'en paver à mort. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B en direct avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. En direct pour parler d'actualité en plus, ce qui devient assez exceptionnel chez nous. Ah si, la dernière fois qu'on l'a fait c'est avec Mel Gibson. Exactement, mais on va encore parler de Mel Gibson. Tu crois vraiment que je t'aurais demandé de faire ça sinon? Puisque nous allons parler de Clint Eastwood et puisque nous allons parler de Clint Eastwood, nous allons évidemment parler de Mel Gibson. Je vais tout de suite expliquer d'ailleurs pourquoi. Mais donc Clint Eastwood dont le Sully vient juste de sortir un mois après le Hacksaw Ridge justement de Monsieur Gibson qui était exceptionnel et Sully qui moi m'a vachement plu déjà évidemment mais en plus de ça vu que j'attendais de moins en moins de choses de Clint Eastwood ça commence à 86 ans et c'est vrai que depuis quelques années j'avais un peu
n'ont pas abandonné le personnage. Ces films il y a toujours quelque chose à en retirer malgré tout, même dans le pire, comme l'au-delà. Il y avait 2-3 scènes dans quoi? L'au-delà. Ah oui, l'au-delà. Oui, tu oui, vois, c'est vrai. Tu vois, c'est dur, hein. Oui. Il y en a peut-être un que je jetterais vraiment, c'est Invictus, son film sur Mandela. Même si je vois très bien pourquoi il a pu le faire. Et un film comme Sully fait ressurgir beaucoup de thématiques, entre guillemets, ou d'idées qui clairement l'intéressent, hein. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé, pendant un moment, en fait, que son dernier film soit Gran Torino, et de voir justement Clint Eastwood meurt à la fin, les bras en croix. Il est revenu sur son passif d'acteur, de metteur en scène aussi dans ce film-là. C'était un film léger, c'était vraiment pas son meilleur, Gran Torino. Moi, j'y prends quand même du plaisir, et j'ai longtemps espéré en fait que ce soit son dernier. Et puis il est revenu à la charge avec des films qui moi m'intéressaient beaucoup moins, jusqu'au dernier en date qui était il y a 3 ans maintenant. C'était American Sniper. Encore une fois, dans American Sniper, en termes d'idées, il y a des choses qui m'intéressaient, mais en termes de cinéma, par contre, ça me paraissait quand même assez raté, voire carrément grotesque par moments, à la fois dans la narration comme dans la mise en scène, hein. Je me rappelle de scènes de Bullet Time ou de cette histoire avec la Némésis que je trouvais vraiment grossière. Enfin, il y a des choses comme ça qui vraiment m'avaient pas du tout plu dans American Sniper, et là, j'attendais vraiment pas grand-chose de ce lit. En plus, un film avec Tom Hanks, donc vraiment, il y allait, dur. Plein de boulets aux pieds. Ouais, vraiment, j'y croyais absolument pas. D'où ma très grosse surprise en ayant été très ému par ce lit. Qui je vais tout de suite présenter un peu quand même le pitch, hein. C'est l'histoire vraie donc du miracle sur l'Hudson qui a eu lieu en 2009 si je dis pas une grosse bêtise. Et ce miracle sur l'Hudson, donc c'est l'histoire de cet avion qui a décollé d'un aéroport de New York et qui 2 minutes plus tard a dû se poser en catastrophe sur la rivière Hudson, sur la rivière Hudson qui est au bord de Manhattan en fait. Tout ça sans que personne ne meure. Et c'est donc Sully, c'est le nom de ce pilote qui a fait cette chose, qui a posé cet avion tout en délicatesse sur la rivière. Et donc voilà, le film va retracer sur 2 jours à la fois cette histoire, cet atterrissage forcé, et puis l'espèce de procès qui en a suivi, puisque Sully est devenu un héros pour les Américains, notamment pour les New-Yorkais, et pour les médias beaucoup. Mais à côté de ça, les assurances et puis évidemment ses chefs, eux, ne voyaient pas d'un bon œil de perdre un avion comme ça, et ont essayé grosso modo de remettre en cause son choix de se poser dans cette rivière plutôt que de retourner à des aéroports qui étaient à côté. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire de Sully. On va y revenir plus tard. Mais j'aurais évidemment voulu commencer par parler du lien qu'il peut y avoir à la fois entre Clint Eastwood et Mel Gibson, et entre leurs 2 films, donc Hacksaw Ridge, Tu ne tueras point, et puis là Sully. Les liens qu'il y a entre Eastwood et Mel Gibson, moi ça fait longtemps que j'y pense déjà. Même si évidemment il y a aussi des grosses différences, hein, mais il y a des points de vue techniques qui sont pour moi assez clairs. Le fait que les deux sont d'abord des acteurs qui démarrent avec en plus une trilogie qui au départ est un peu obscure et puis deviendra culte, hein. Clint Eastwood ça va être pour la trilogie du dollar, Mel Gibson ça va être pour Mad Max, qui vont tous les deux créer leur boîte de production. Après, c'est pas les seuls à avoir fait, hein. Des types comme Kirk Douglas ou Burt Lancaster aussi ont fait ça. Mais ce qu'il y a, et en plus, Kirk Douglas, par exemple, lui aussi a réalisé des films, pas du tout avec le même brio que Gibson ou Eastwood, mais bon, ils étaient pas les deux. Mais par contre, Clint Eastwood et Mel Gibson sont parmi quand même les 2 bonhommes qui vraiment, tu sens qu'ils prennent vraiment très à cœur du coup leur rôle de metteur en scène, que c'est pas juste un petit truc en plus dans leur carrière, que c'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Et puis alors boîte tient, et eux en tant que metteurs en scène continuent à tenir aussi quoi. Et l'autre point encore, enfin il y en a plusieurs, hein. Je continue ma liste, je vais pas continuer comme ça très très longtemps, vous inquiétez pas, mais je continue ma liste. Le fait qu'ils aient tous les deux très tôt dans leur carrière, Clint Eastwood aujourd'hui c'est terminé, mais il faut se rappeler quand même que c'était le cas dans les 70, mais pour l'un, c'était de l'antisémitisme, pour l'autre, c'est du fascisme. Faut bien se garder en tête que Clint Eastwood, il a dû attendre longtemps avant d'être reconnu en tant que réalisateur, en tant que légende aujourd'hui. C'est un mythe, Clint Eastwood aujourd'hui, mais dans les années 70, c'était un fasciste, hein. C'était vraiment un type... C'était un mythe,
mais aussi enfin c'était une icône. Ah non, ça a été une icône, c'était une mais star. par contre une icône assez lourdement accusée de fascisme, particulièrement en Europe. Voilà, mais faut garder en tête que il a commencé à réaliser très tôt, c'est fin 60 qu'il commence à réaliser. Il a fallu qu'il attende les années 80 avec des films comme Honky Tonk Man ou Bronco Billy ou Bird pour avoir une certaine reconnaissance critique, ne pas être pris juste pour un type qui réalise des films. Enfin, quand il fait les suites de l'Inspecteur Harry, par exemple, personne ne note que c'est lui qui les réalise. Quand il réalise encore quelques westerns, personne ne le note vraiment. Il faut attendre les années 80 pour qu'il soit pris au sérieux, Clint Eastwood, et attendre le début des années 90 pour que enfin sa stature de réalisateur soit imposée avec des films comme Impitoyable et puis Sur la route de Madison. Et pour arrêter sur la route de Madison, faut quand même avoir t'es Clint Eastwood, t'es accusé de fascisme, t'es l'inspecteur Harry, tu fais Sur la route de Madison, faut avoir des couilles gigantesques pour faire un film pareil, qui est exceptionnel. Ce qui est assez dingue, c'est que dès sa deuxième réalisation, c'est Brizzy. Oui. Brizzy, c'est passé complètement inaperçu. C'est passé complètement inaperçu. C'est sa deuxième réalisation après Un frisson dans la nuit. Et Brizzy, c'est déjà un proto Sur la route des Madison en termes de qualité d'émotion et de subtilité dans la description d'une histoire d'amour. Moi, je suis d'accord, mais à l'époque, c'est vrai que même le film il est assez discret. Sur la route de Madison, tout de suite, il est en tant qu'acteur en plus, contrairement à Brizzy, il s'affiche beaucoup plus que sur Brizzy, même si je suis d'accord et que Brizzy c'est un film que j'adore. Et puis pour terminer, le lien un peu quand même entre les deux, juste d'un point de vue très très vague, moi ça m'a toujours amusé de me dire qu'avec tout ce que j'ai déjà dit avant là, il y a un dernier point qui les lie quand même vachement, c'est cette espèce de masochisme qui est traité de façon très différente chez les deux. Mel Gibson, c'est évidemment beaucoup plus de boyasse, mais Clint Eastwood a depuis très très longtemps quand même nourri ce masochisme en tant qu'acteur, en tout cas, surtout en tant qu'acteur. Mais même ses personnages en prennent quand même plein la gueule. Mais lui, en tant qu'acteur, constamment, nourrit cette idée du masochisme. Et c'est évident que Mel Gibson, quand on en parle, c'est tout de suite cette idée-là qui vient en premier. Donc ça m'a toujours vraiment intrigué ces liens qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et puis là arrive Sully. Alors on a parlé nous dernièrement quand même de Hacksaw Ridge, du fait donc c'est adapté d'une histoire vraie, c'est l'histoire d'un homme qui va lutter pour sauver des vies, qui refuse d'en perdre, que ça soit de son côté, du côté américain ou du côté japonais dans Hacksaw Ridge. Et puis là on se retrouve avec Sully qui donc sort au même moment, même si du coup Gibson et Eastwood n'ont pas le même âge, mais les films sortent au même moment, en salle. Et enfin voilà, c'est grosso modo la même histoire. C'est l'histoire d'un type qui s'inquiète quand même, justement, qui est le pilote d'un navire, qui a pas le même rôle évidemment que celui d'Hacksaw Ridge, mais qui va s'inquiéter pendant une bonne partie du film justement de est-ce qu'il a perdu ou non des vies. Et c'est vraiment, c'est des scènes en plus que je trouve très très fortes. Ces moments où il va s'inquiéter, où il va demander à ce qu'on compte de façon très très précise le nombre de gens qui sont sortis de l'avion, alors que c'est très compliqué puisque chacun est parti d'un côté différent de la rivière. Voilà, même si le truc est très très bien organisé. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui moi m'a touché. Et puis surtout l'un comme l'autre, Hacksaw Ridge comme Sully, vont mettre de façon très très claire une idée au cœur de leur entreprise, à savoir remettre de l'humain au centre du sujet à la fois de leur film et de l'histoire que voilà, et remettre l'humain au centre. En fait, c'est ça et Sully, c'est dit de façon très explicite dans l'une des séquences finales. On va y revenir aussi bien évidemment, mais moi que je trouve très très forte et vraiment très belle, même si un poil trop explicite peut-être, mais je me suis surpris à me dire putain, je trouve qu'il met un peu trop de violon, alors que pas du tout en fait. C'est juste que ce qui se passe est très très fort. Ce qui se passe, c'est que c'est un procès, qu'on explique au pilote. Je fais tout de suite un spoiler, mais en même temps c'est vrai que Sully ne repose pas forcément sur un gros suspense. Non. Mais comme Hacksaw Ridge, justement, c'est pareil, c'est encore un lien entre les deux films, c'est que Hacksaw Ridge démarre tout de suite avec la fin du film. On joue pas sur le suspense à aucun moment. Moi je trouve ça, c'est deux formes. On joue plus sur le spectacle. On joue sur le spectacle dans Hacksaw Ridge. Il y a des très grosses différences entre les deux films. On est évidemment d'accord, et on va y revenir sur le fait que Eastwood lui justement joue sur tout sauf le spectacle. Moi je trouve ça très intéressant dans Sully. Mais par contre, le fait est qu'on ne joue pas sur le suspense et que ces deux films qui, moi, me semblent vraiment à part dans la forme cinématographique de 2016, par exemple. On revient vers quelque chose de très classique. On a affaire plus à des films des années 40, avec toute la violence pour Gibson des années 2010. Mais c'est deux films qui, dans la forme, moi, me surprennent beaucoup par rapport à ce qu'on voit dans les salles au cinéma aujourd'hui. Et donc voilà, ramener la fin de Sully, c'est une espèce de procès, et on explique à ce pilote
qu'il aurait dû se poser, que les chiffres, les calculs des ordinateurs, des machines, les faits prouvent qu'il aurait pu aller se poser sur un autre aéroport. Moi, les pour simulations moi, le prouvent. Les simulations aussi. Simulation, c'est en plus. Le prouve. Mais ça, c'est un truc en plus encore. Tout prouve, en tout cas, qu'il aurait pu aller se poser sur un autre sur au moins 2 autres aéroports plutôt que de se foutre dans la flotte. Et là arrive l'idée qui pour moi est la plus importante évidemment de ce livre, c'est oui, mais vous avez oublié de prendre en compte l'humain, la réaction humaine par rapport. Là vous faites faire ça par des machines, les simulations c'est des types qui sont entraînés pour les faire, vous prenez pas en compte l'aspect humain. Donc on va prendre en compte l'aspect humain et à partir du moment où on prend ça en compte, là les faits, le résultat justement change. Et pour moi ça c'est une idée qu'il y a dans ce livre, mais pour moi dans le film de Mel Gibson il y avait aussi cette idée primordiale de ramener l'humain justement au centre. Et ça a passé de façon très différente dans le Mel Gibson, mais pour moi dans le Mel Gibson ça apparaissait dans la première partie, dans cette histoire d'amour qui prend la moitié du film quasiment, ou en tout cas un bon tiers, où on va raconter une histoire d'amour. Et c'est tout con, ça ne fait pas du tout avancer l'intrigue, mais c'est juste pour justement, en ce qui me concerne, donner de l'humanité vraiment à ces personnages, à cette histoire qu'il va raconter. Et je trouve ça très très beau déjà dans le Mel Gibson, cette histoire qui, comme je dis, qui ne fait pas avancer l'intrigue. C'est une histoire d'amour, c'est une belle histoire d'amour qui va s'en suivre par une boucherie. Mais pour moi, c'était vraiment cette idée de rajouter de l'humain. Et il y a un truc qui m'a encore plus intéressé, qui m'a intéressé encore suite à ça. Je me rends compte dernièrement, quand je regarde des séries américaines, où on disait il y a quelques années que la série remplaçait en termes d'écriture, en tout cas en termes presque d'intérêt, le cinéma américain. Et je me rends compte, moi, depuis quelques années, que en regardant des séries qui ont le plus de succès, que ce soit Breaking Bad, Walking Dead, Game of Thrones, qui peut arriver n'importe quoi au personnage, finalement, je m'en fous. Je me fous complètement de ce qui arrive aux personnages. Ils ont beau avoir le temps, les showrunners et les scénaristes, les réalisateurs, ils ont beau avoir le temps de mettre en place des personnages, de mettre en place des situations, beaucoup de choses, ils arrivent pas du tout en tout cas, à m'intéresser à la vie de leurs personnages, qui vivent ou qui meurent. Je m'en fous royalement. Mais vraiment, et je me rends compte avec 2 films là qui durent moins de 2 heures, le Mel Gibson et le Clint Eastwood, que justement je dis pas qu'ils font ça contre les séries, ou c'est peut-être juste contre une ambiance générale, mais en effet le gros intérêt que j'ai pu avoir moi en tant que spectateur face à ces 2 films, c'est l'intérêt que j'ai pu avoir pour ces personnages principaux, en fait, de m'intéresser à eux, de vraiment m'intéresser à ce qui va leur arriver, en sachant très bien en plus qu'ils ne vont pas mourir. C'est-à-dire que je ne m'inquiète même pas pour leur survie physique, ni même pour celle de leurs proches dans le cas de Sully, je ne m'inquiète pas du tout qu'ils meurent ou qu'ils vivent. Mais par contre, le plus petit événement, même les gros événements qui leur arrivent vont profondément me toucher, ce qui ne sera absolument pas le cas pour les 3/4 ou les 9/10 des séries ou des films que j'ai pu voir en fait en 2016. Et là, il se passe quelque chose pour moi d'important par ces 2 cinéastes, ces 2 grands réalisateurs, de vraiment s'intéresser à ça. Pour moi, c'est très très important. Et c'est beau en plus. Mais c'est vrai que le pendant esthétique de ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est des 2 personnes qui sont quand même élevées dans un langage cinématographique qui serait plus proche du classicisme. Tu l'as dit. De toute façon, dans Hacksaw Ridge, le début du film, ça pourrait être Quelle était verte ma vallée, de John Ford, ça pourrait être ça. Évidemment, il peut avoir des audaces formelles et quelques inventions formelles depuis ce début de sa carrière cinéaste, Mel Gibson, mais ça reste un langage cinématographique extrêmement classique, avec très peu de recours aux effets spéciaux. Il y a quand même des inventions visuelles. Il y a des inventions visuelles, il y a des inventions techniques, et voilà. On n'est pas on n'est pas du tout dans l'académisme, par exemple. On est dans le classique. Chez Eastwood non plus. Eastwood, on l'a beaucoup dit. C'est important de parler de John Ford. Il y a du John Ford, surtout chez Eastwood évidemment. Eastwood, on l'a beaucoup dit, et on le dit, c'est presque devenu une sorte de paresse critique depuis au moins presque 30 ans maintenant, depuis la reconnaissance critique généralisée sur Eastwood. C'est que c'est le dernier des classiques, c'est-à-dire celui qui trace un sillon à raison de 1 film par an ou 1 film tous les 2 ans sur certaines périodes, où il a une forme qui est effectivement la forme du classicisme hollywoodien, qui est donc justement la forme de genre j'ai une histoire, quel est le meilleur point de vue pour raconter cette histoire-là, qui est une autre façon de dire voilà, j'ai des personnages, quelle est la meilleure façon de les filmer. Là, il y en a une seule, voilà, il y a plein de cinéastes qui disent ça, il y a qu'une seule façon de filmer une scène. Voilà, c'est ça, il y a très peu de cinéastes comme ça. Je pense que par exemple Fincher en est un aussi, c'est lui-même le dit, c'est il
y a une seule façon de tourner une scène, point barre. Et c'est quelque chose qu'on ressent particulièrement chez Eastwood. Pour moi Eastwood, comme toi, c'est vrai que c'est quelqu'un que je lâche de temps en temps, parce que j'ai l'impression que des fois il est un peu en pilote automatique et au radar, et que du coup son cinéma sombre dans l'académiste. Je trouve qu'effectivement il y a des films comme L'au-delà sont très gênants, des films comme L'échange sont très gênants, parce que il succombe justement à un petit peu une sorte de le côté académique, c'est-à-dire le souci de la dorure, un peu le souci dans le cas de L'échange, c'était un film d'époque, et d'un coup on a l'impression qu'il fait du à la manière de je te fais une photographie un petit peu sépia ou je sais pas quoi pour te montrer que je filme comme dans les années 40, enfin quelque chose qui est presque plus maniériste que classique du coup, mais quelque chose qui était beaucoup moins bon. Et c'est vrai que là du coup, mais par ailleurs Eastwood au contraire, son cinéma se centre uniquement sur les personnages et on les suit dans leur humanité, quoi. Et c'est une fable, enfin c'est une fable. J'ai eu l'impression en voyant ce livre de voir un film de Frank Capra mais post 11 septembre. C'est un c'est très fort de dire, parce que moi j'adore Frank Capra. Je trouve que le 11 septembre a été très mal digéré. C'est très important dans ce livre, je pense, le 11 septembre. Hein. Ça a été très mal digéré par le cinéma américain, qui a eu tendance à en faire dans la surenchère de destruction, comme ça a été le cas après l'assassinat de Kennedy, où il y a une surenchère dans le gore, hein, là depuis le 11 septembre, il y a une surenchère dans la destruction, c'est de pire en pire, et là c'est très important de voir ce que va en faire Eastwood. Le film démarre tout de suite avec un avion qui va, c'est des cauchemars de Sully, l'avion qui va s'écraser dans New York. Il y a deux visions comme ça dans le film, qui là encore aussi m'ont rappelé d'ailleurs des scènes de cauchemars. Il y en a assez peu dans le cinéma de Eastwood finalement. Ça m'a rappelé encore que Mel Gibson, du coup, il y a des scènes de cauchemar, pour le coup il y en a dans tous ces films. Mais chez Eastwood c'est assez rare. Et je dis ça parce que tu disais un truc avant, et je suis sûr que ça avait un rapport. Merde. Je suis sûr que ça avait un rapport. Non, je voulais revenir sur le spectaculaire, je crois surtout, puisque, et après on fera une petite pause, mais rapidement je voulais revenir sur le spectaculaire, quand même. Évidemment, le film m'a aussi fait penser à Flight de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui a fait un diptyque que moi je trouve très intéressant sur le tour de force, le geste pour le geste. Grosso modo, c'était ça, dans lequel il y aurait Flight et The Walk, deux films que j'aime beaucoup. Mais pour le coup, Flight, donc c'est l'histoire d'un pilote justement, qui clairement, ça a été inspiré justement par le miracle de l'Hudson, Flight, et l'histoire d'un pilote qui arrive à poser son avion, personne ne sait comment il a fait, et donc du coup on va qu'il était bourré, et sous coke. Et du coup, et justement les simulateurs n'arrivent pas à refaire le truc. Il y a que lui qui a réussi à faire ce truc-là, personne ne sait comment, quoi. Voilà, c'était ça l'histoire de Flight. Et c'est vrai que Eastwood, il prend l'histoire du miracle de l'Hudson, il la prend vraiment à l'opposé quasiment, quoi, en refusant presque le tour de force. Il aurait pu, je pense très facilement, ou n'importe qui d'autre surtout aurait pu très facilement en faire un film catastrophe. C'était le scénario rêvé pour faire un film catastrophe. Peut-être pas spécialement finalement. Mais si, parce que justement ça se termine bien, ça aurait pu être un très joli film. Mais en fait il n'y a pas de catastrophe parce que le truc il dure je sais pas, ils le disent d'ailleurs, 3 minutes. Non, le crash dure 3 minutes, mais après il faut évacuer les gens, il faut faire plein de choses. Ça aurait pu être. Mais tout se passe bien, en fait. Mais c'est ça. Mais non, mais tu peux pas faire de film catastrophe. Si. C'est toujours possible de faire un film catastrophe. Ça aurait été la tentation. Tu utilises des personnages qui vont être séparés, tu peux toujours transformer les faits, qui vont être séparés pendant le machin. Tu pouvais très bien. C'était tout à fait possible. Ça aurait pas respecté les faits peut-être, mais c'est tout à fait possible de faire un film catastrophe. Et c'était tout à fait vraiment très très envisageable. Je pense d'exploiter ce filon avec cette histoire qui en plus c'est une histoire vraie, tout le bordel, donc vraiment c'était parfait pour faire un film catastrophe, même si ça se termine bien. Et justement ça aurait pu être une belle occasion de faire un film catastrophe. Non, mais tous les films catastrophes se terminent bien, mais c'est pas le problème, c'est que ça aurait été difficile de rajouter beaucoup de conflits, beaucoup de suspense dans cette histoire. Non, mais ça aurait été un mauvais film. Je dis pas le contraire, ça aurait été un très mauvais film, comme la plupart des films catastrophes qui ont été faits depuis des années, mais c'était tout à fait envisageable.
irréprochable. Et ce qui est intéressant, de toute façon, c'est de voir que Eastwood, lui, il parle de ça, en fait, des différentes possibilités qui lui sont offertes en tant que cinéaste. Enfin, si on considère, et c'est évidemment quelque chose de très facile à faire, je pense, que Sully et Eastwood face à des critiques, par exemple, puisqu'il passe quand même pas mal de scènes face à ces jurés, à ces juges, à ces types des assurances, c'est évident, c'est très facile de voir Eastwood en tant que cinéaste face aux critiques qui lui reprochent de pas avoir pris telle piste plutôt qu'une autre, et lui justement à la fin de dire mais oui, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'humain justement. Donc de voir le film sous cet angle-là, moi j'ai trouvé ça merveilleux. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, j'ai trouvé ça super, avec un type qui malgré tout va douter. D'ailleurs, même s'il était convaincu, c'est encore un film sur les convictions, comme l'était Hacksaw Ridge d'ailleurs. C'est un film, c'est l'histoire d'un type qui est absolument convaincu que ce qu'il a fait c'était la bonne chose, qui à un moment dans le film quand même, plusieurs fois d'ailleurs, va douter, va être pris même d'ailleurs de peur, de se dire mais merde, est-ce que j'ai vraiment fait une erreur, est-ce que toute mon expérience en fait n'a servi à rien et que j'ai quand même fait une erreur. Enfin, voilà. Mais ça va même plus loin que ça, Sully, c'est qu'en fait il est pris entre deux feux, parce que d'une part évidemment le truc le plus voyant c'est le côté l'antagonisme de l'administration qui effectivement a envie de voir en lui un coupable, quelqu'un qui aurait pu mieux faire, c'est-à-dire sauver les passagers et le matériel, l'avion, et il est aussi pris dans le feu à la fois des médias et du peuple qui veut le mettre en héros, chose que Sully ne veut pas du tout. En tout cas, il l'assume pas, c'est vrai. Est-ce qu'il en veut ou pas, ça c'est pas la question, mais en tout cas, il l'assume pas. Il assume, mais je pense que c'est même pas qu'il l'assume ou pas, c'est que jusqu'au bout, Eastwood tient la ligne, et c'est quelque chose qu'on peut voir de façon méta très facilement. C'est que lui, parce que ça a aussi une résonance, c'est une résonance sur toute la carrière d'Eastwood. C'est-à-dire que Eastwood, il a été mis dans les années 60 par la trilogie des $, et Dirty Harry dans une sorte d'icône de héros que Eastwood, cinéaste et producteur, n'a cessé de vouloir corriger. Il a cessé de vouloir encore rajouter des caisses sur le statut d'anti-héros pour être encore plus anti-héros que le blondin du Bon la Brute, pour être encore plus mauvais, pour encore plus dans le Dirty Harry Magnum Force qu'il produisait, pour vraiment corriger aussi le côté je suis un redresseur de tort, je suis un vigilanté. Voilà, il n'a cessé de vouloir corriger son image et de tout en il y a quelque chose d'assez... En cherchant la rédemption constamment. Oui. Dans Impitoyable, par exemple, justement. Bien sûr. Un type au passif monstrueux. Bien sûr, il y a ça. Il y a quelque chose de très ambivalent chez Eastwood, parce que effectivement, il y a un narcissisme. C'est quelqu'un qui a vraiment fondé une partie de sa carrière tant qu'il se filmait encore sur son icône. Il n'a cessé de la travailler, de la remodeler, de l'effacer pour en créer une autre ou je sais pas quoi. Mais de s'en sortir grandi quand même. De très narcissique. Mais et tout en vraiment, c'est aussi la base de son masochisme là, de la même façon que Gibson, hein, c'est pareil, hein, Gibson qui est mis en tant qu'icône et qui dès qu'il va avoir un peu les pouvoirs sur les scénarios qu'il va prendre va mettre l'icône va mettre à mal son icône. Et quelle est la meilleure façon de mettre à mal son icône? De la torturer, de lui montrer ses tripes, de montrer ses boyaux, de l'ouvrir, de l'éventrer, tout ça. C'est ce qu'il a pu faire, tout en évidemment ça crée une nouvelle forme d'icône, ça crée une icône un peu plus catholique, dégueulasse, machin. Mais Eastwood, il y a un peu de ce truc là, et Sully, c'est vrai que met vraiment très bien ça en abîme quelque part. C'est que à la fois on sent bien effectivement, c'est pas que Eastwood va nous dire le peuple new-yorkais a été très très con de saluer le geste héroïque de Sully qui n'était qu'un simple professionnel qui faisait bien son boulot. C'est pas ça, mais on sent chez Eastwood quand même quand il y a une scène dans Sully où il va dans le bar, où il se retrouve en face de deux poivreaux qui lui disent oh là là mais c'est marrant, t'es à la télé et t'es là aussi. Il a une vision du peuple là d'un coup, qu'il le voit en héros comme une sorte d'icône pop, il ne veut pas de ça du tout. On voit bien que Eastwood, cinéaste, donc quand il filme cette scène là, prend les bonhommes un peu pour des cons. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, vraiment, enfin c'est pas parce qu'il filme deux types bourrés dans un bar, ce qui pour moi est assez logique. T'es dans un bar, t'es bourré, pour moi il y a pas à montrer du doigt le peuple américain. Au contraire, enfin là la façon dont il filme le peuple, là pour le coup on est vraiment dans du John Ford et il y croit à ce peuple. Enfin moi ça m'a donné envie d'être new-yorkais, ce film très très fort quoi. Les new-yorkais sont merveilleux, ils sont géniaux quoi. Mais ça je comptais y revenir plus tard, mais sur le fait quand même que
En effet, le film, donc en 2009, l'histoire en tout cas en 2009, où t'as plusieurs personnages qui disent à Sully merci de ce que vous avez fait parce qu'on avait besoin d'un truc positif, surtout avec des avions, parce que tout ce qui nous arrive là c'est la guerre, c'est des scandales à répétition, et il y a plus rien de positif qui se passe. Et le peuple, les New-Yorkais et le peuple américain avaient besoin d'un truc positif, et vous l'avez fait quoi. Et c'était vrai en 2009, je pense pour beaucoup, et ça l'est encore aujourd'hui pour beaucoup, je pense. Quoi. Et moi, enfin, la façon dont il filme le peuple, eh ben oui, il a le droit, évidemment. Enfin, des types bourrés dans un bar, je suis désolé, ça me choque pas. Je voulais faire une pause parce que tu fais une pause, on reprendra après. Je voulais faire une pause et pour revenir après justement sur ce problème-là, mais un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est évidemment Clint Eastwood, il a un rapport très particulier avec la musique. Hein, il a fait, donc il s'occupe encore un peu de la BO. Il est accompagné par quelqu'un là, je crois. Peut-être bien que c'est son fils qui fait la BO de Sully. Je ne sais plus, mais il a fait beaucoup de BO de films et parmi les plus belles BO en plus de ces 20 dernières années, je pense à celle d'Impitoyable et puis le thème donc qu'on est en train d'entendre d'ailleurs sous ma voix sur la route de Madison, mais voilà. Et il a aussi enregistré un album de reprises de chansons de cow-boy. Peut-être que dans cette émission on en écoutera une, mais je voulais qu'on écoute justement le thème d'Impitoyable et puis le thème de sur la route de Madison avec un petit extrait de Mystic River que tu nous as ramené, Antonin. Et on se retrouvera juste après justement pour revenir sur Sully et sur le peuple américain, que c'est pas forcément des cons, et ils sont non, c'est plus complexe que ça. C'est pas ce que je veux dire. Allez, passe le truc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et même si Eastwood il est pour Trump et tout ça, il aurait pu faire on y reviendra aussi de ça. C'est intéressant. There's one thing you could say about Katie, even when she was little. That girl was neat. When I got out of the joint, you know, after Marita died, I remember I was more afraid of my little daughter than I ever was of being in prison. I loved her. Most. Because when we were sitting in that kitchen that night, it's like we were the last two people on earth, you know, forgotten, unwanted. And it really started to piss me off there because I can't even cry for her. It's my own little daughter and I can't even cry for her. Jimmy. You're crying now.
il a chuinté le plus beau thème. Mais non, mais c'est pas grave. Au départ, je pensais passer juste 1 minute parce qu'il y a sur toute la BO d'Impitoyable, il y a plusieurs fois le thème de Claudia. Hein. Claudia, c'était le nom de la femme du personnage d'Impitoyable, hein, William Bunny. Et c'est une BO que je trouve exceptionnelle, hein, comme celle de Charlotte de Madison on a pu entendre du coup le thème au tout début, BO qui regroupe surtout des vieux morceaux, mais voilà, un thème composé par Clint Eastwood, hein, qui est magnifique. Et puis au milieu de tout ça, un extrait de Mystic River en VO, merci, ça fait du bien aussi. Parce que le doubleur de Sean Penn, c'est pas fameux. Déjà hein. Cette scène-là en VF, ça passe pas trop. Autant celle qu'on a passée en pré-générique, c'est plutôt pas mal, mais sinon non, ça le fait pas. Voilà, donc j'ai chointé malgré tout ce morceau que je trouve exceptionnel, le thème de fin d'Impitoyable, qui date c'est 94, Impitoyable, hein, si j'ai pas de bêtises. 92, je crois. 92, oui c'est vrai. Enfin. Si, tu as raison, c'était avant Pulp Fiction. Je sais pas pourquoi j'arrive à caler les films comme ça. Pulp Fiction, comme Jésus-Christ. 94. Non mais 94, voilà, malgré tout Pulp Fiction. Bon bref, c'est pas du tout le sujet. On est en train de parler du peuple américain, de John Ford, de Clint Eastwood et on a continué hors antenne à en parler d'ailleurs. On t'étais pas d'accord avec ce que je racontais. Ce que je racontais, c'était que le héros eastwoodien, donc c'est très important le héros eastwoodien quand même. Et je conseille malgré tout d'aller lire le texte d'Emmanuel Burdeau dans le dernier Saut-Film. Il y a plusieurs pages sur Eastwood et Burdeau revient beaucoup justement sur le héros eastwoodien et sur son évolution qui est vraiment constante. C'est-à-dire qu'entre Sully, Impitoyable ou Josie Wells, il y a vraiment une grosse évolution. Moi je trouve ça très intéressant de voir ça sous cet angle-là. Et puis il y a aussi je suis surpris de me dire que Emmanuel Burdeau est de plus en plus d'accord avec moi. Parce qu'il y avait il y a un mois, il écrivait un texte quand même de 2 pages sur Mel Gibson, ce qui était un peu surprenant. Clint Eastwood ça allait peut-être un peu moins, mais bon, bref, passons. Et sur le héros eastwoodien, le fait que Sully, malgré lui, c'est évidemment malgré lui, il cherche pas à le faire, contrairement par exemple à Josie Wells ou à d'autres héros eastwoodiens, Bronco Billy ou d'autres gens qui autour d'eux créaient une communauté et cherchaient à le faire aussi, même s'ils le faisaient d'une certaine manière, mais ils cherchaient quand même à le faire. Et là, Sully, c'est vrai que il sert vraiment de lien pour un peuple qui en a besoin, mais lui a beaucoup de mal à l'assumer et c'est pas du tout ce qu'il recherche, mais malgré tout c'est comme ça, il est ce lien qui va unir ce peuple et en plus c'est moi ce qui me surprend le plus, ce qui est le plus pour moi extraordinaire en fait finalement dans ça, c'est que ça se passe dans les années 2010 quasi. Enfin voilà, c'est ce qui est pour moi exceptionnel, c'est-à-dire on pourra avoir recours à du western ou à un film, une reconstitution historique comme il a pu le faire déjà Eastwood dans les années 40, il a beaucoup filmé les années 40, 50. Là le fait de l'introduire vraiment dans les années 2010 pour moi c'est assez rare, c'est très très fort en fait. Ah oui, c'est très très fort. Enfin, c'est un très grand film sur l'Amérique des années 2010 quoi. Moi, je te dis, ce que je disais avant, c'est que ça m'a donné vraiment envie d'être américain. Enfin, pas américain, d'être new-yorkais. C'est très différent. Ça m'a donné envie d'être new-yorkais. J'ai déjà eu envie d'être new-yorkais pour plein de raisons différentes. Mais là, le fait est que... Ça n'avait pas fait ça depuis SOS Fantôme, je suis sûr. Je sais, non, parce que c'est vrai qu'il y a un truc comme ça dans SOS Fantôme, mais j'avais pas eu ce sentiment devant SOS Fantôme finalement. J'avais envie d'être un Ghostbuster devant SOS Fantôme. Il y avait quelque chose du héros qui dépasse le reste du monde. Oui, mais il y a ça, enfin, il y avait ça aussi dans le Spider-Man. Je sais plus si dans le 1 ou le 2 peut-être dans le 2 qui est vraiment avec cette sur séquence New York, dans le métro où t'as tous les gens du métro qui vont soulever qui reste aussi un des films post 11 septembre où d'un coup on a besoin de ressouder un peuple qui s'est fait frapper, enfin une communauté new-yorkaise en l'occurrence qui s'est fait frapper par un truc. Voilà, et Spider-Man était très content et remerciait grosso modo vraiment ce peuple. Et c'est vrai que là dans ce lit il y a quelque chose de différent, puisque ce lit lui il en a presque peur finalement de ces gens, il les comprend pas forcément, il comprend pas pourquoi il a adulé, lui il a juste fait son boulot, c'est un peu ça. C'est vraiment de ça quoi. On parlait encore une fois, enfin je vais encore revenir sur Mel Gibson, mais on en parlait dans l'émission sur Hacksaw Ridge. Moi je faisais le lien avec par exemple Serpico qui était un bonhomme qui cherchait à faire son boulot et à le faire bien quoi. Et c'est vrai que je retrouve ce genre de personnage avec Sully en fait, qui est un type qui fait son boulot, qui le fait bien. Et d'ailleurs la séquence du coup du crash qu'on voit reconstituée dans son intégralité à la fin du film, où on le voit à l'intérieur du cockpit comment il réagit à tout ça, il le fait avec un vrai calme. Alors c'est encore une idée d'anti-spectaculaire
spectaculaire, c'est-à-dire qu'on cherche pas à faire du cinéma catastrophe, à rendre ce crash spectaculaire justement, mais l'attitude de ce type quand il va poser son avion sur la rivière, il est calme, il est tranquille, il fait son travail, il le fait bien et il comprend pas du tout, enfin moi c'est l'impression que j'ai, en tout cas il comprenait pas tout l'intérêt que les médias pouvaient lui porter, mis à part je pense qu'il peut comprendre que le peuple a besoin d'un héros justement, on a besoin de quelqu'un qui va rassembler, mais lui il est pas du tout là pour endosser ce rôle, c'est pas Lincoln. C'est là qu'on est très loin de Ford justement, parce que dans les films de Ford le héros prend en général très vite conscience de ça et soit il le refuse en bloc, soit au contraire il l'endosse à la façon de Lincoln. Là on n'a pas du tout affaire à ça, on a affaire justement à un type des années 2010 qui comprend très bien comment fonctionnent les médias sans doute, même s'il le dit pas, mais en tout cas Eastwood lui il comprend très bien et fait en sorte que le spectateur le comprenne aussi, mais mais malgré ça c'est juste un bonhomme qui fait son boulot et qui cherche à bien le faire, qui est vraiment sûr d'avoir bien fait son travail et qui ne comprend pas pourquoi des types en face vont le juger pour lui dire non en fait t'aurais dû faire ça autrement. Ouais, mais je pense que, mais après ça va, c'est très politique tout ça. Enfin, c'est là où Eastwood, c'est une chose qui est très rigolote, mais à chaque fois, voilà, on va s'étonner, les Français vont s'étonner à chaque élection américaine que d'un coup Eastwood se dise républicain, qu'il puisse soutenir un mec comme Bush, qu'il puisse soutenir un mec comme Trump et compagnie. Mais c'est pas très étonnant. Enfin, Eastwood, il a et ça se voit dans ses films de toute façon qu'il a un côté extrêmement individualiste et c'est ça le fondement de sa vision politique. Une chose qui va vraiment se retrouver dans l'idéologie républicaine, même si on peut se dire si les Français ou si les gens qui ont une sensibilité de gauche aiment tant le cinéma d'Eastwood, c'est aussi pour le côté que Eastwood, voilà, c'est un individualiste, c'est celui pour qui t'es noir, t'es chicano, t'es homo, on s'en fout, du moment que t'es un individu bien droit dans tes bottes. Il y a ça chez Eastwood, ce qui fait que ça va être le premier à avoir donné des rôles importants à des noirs, ça va être le premier à avoir Ford l'a fait justement avant. Oui, non, mais il a pu le faire et tout ça, mais chez Eastwood c'est très marqué, donner à créer des personnages de femmes, enfin parmi les plus beaux personnages de femmes du cinéma américain, c'est Eastwood qui a pu le faire, voilà, des choses comme ça. Cassavetes non plus, mais bon. Oui, non mais en tout cas, voilà, tu vois bien ce que je veux dire. C'est vrai que chez Eastwood, il y a des côtés où tu te dis ouais putain, c'est incroyable de faire ça dans le cadre du cinéma américain qui nous habitue à des tas de trucs pas possibles, et d'un coup t'as Eastwood qui arrive là-dedans, voilà. Et chose qu'on est étonné à chaque fois de voir Eastwood qui va soutenir des candidats républicains, mais parce que voilà, Eastwood c'est un libertarien, c'est quelqu'un qui finalement ne croit pas tant que ça à la collectivité, ne croit pas à l'idée du coup de collectivisme qui peut être porté un petit peu collectivisme pour l'idéologie américaine, même pour le Parti démocrate, c'est la beaucoup masse, dire. c'est peut-être la masse plus qui c'est la masse. Moi c'est pour ça que je te disais que masse, quand tu regardes justement Josie Wells, la masse c'est l'armée, ils sont dangereux. Quand tu prends les gens tout seuls, ça va. Quand tu les prends en groupe, ça va. Voilà, Josie Wells c'est un film qui peut être assez important et dans lequel on peut lire pas mal de choses. Josie Wells qui raconte dans la guerre de sécession comment les confédérés du coup finalement ont complètement laminé beaucoup, enfin on fait des massacres dans les États du Sud, et notamment dans José Wells, la famille de José Wells, et José Wells qui va finalement devenir un vengeur avec une bande de brigands, toute cette bande de brigands là va rejoindre l'Union, quoi, donc le gouvernement des États-Unis qui est montré comme une bande de sauvages qui déguise derrière des textes de loi et tout ça une sauvagerie, et qui déguise devant une administration l'idée de l'Amérique, vraiment des actes complètement horrible. Et finalement ce bonhomme là veut être tout seul, il va finir par agglomérer à côté de lui des tas de laissés pour compte de ce système là, des pionniers qui sont fait massacrer, des indiens, et que des gens, des bras cassés quoi, en gros tous les oubliés de l'Amérique. Donc là-dedans on lit pas mal de choses politiquement, c'est qu'à la fois il y a un refus de l'idée de gouvernement, l'idée du grand bain melting pot américain porté par un gouvernement, ça n'existe pas. Le gouvernement pour lui c'est pas bien. Et Josie Wells c'est l'autogestion. Oui, c'est un peu ce truc là, c'est seul l'individu compte. Et c'est pour ça que moi Sully, je lis dans Sully aussi, effectivement je pense que l'histoire en elle-même porte de toute façon ce truc très collectif de New York qui d'un coup se rassemble devant derrière un acte héroïque et se ressoude derrière ça. Effectivement l'histoire porte ça, mais je trouve que Eastwood dans la façon dont il a de
le filmer, je pense cette scène de bar en particulier montre aussi que cette masse-là, ce côté un peu, voilà, on m'a fait en icône, et quand Sully boit son coup dans le bar et que d'un coup il est en face de deux bonhommes un peu ivres qui a un peu lui dit ah c'est cool, voilà, paye-nous ton coup. Enfin, on voit bien qu'Eastwood non, il refuse ce truc-là. Alors, il est toujours Sully, enfin son personnage tel que Sully tel qu'il le voit, il ne le voit pas comme quelqu'un qui va être porteur de ça. Sully ne veut pas du tout être porteur de ça. Tu l'as dit, Sully c'est un mec, un professionnel. Le film se clôt là-dessus. C'est un professionnel, oui, ça c'est une évidence. Et en tant que professionnel, il faut aussi qu'il travaille en groupe justement. Moi, c'est un truc qui m'a marqué, c'est dans le speech final de Sully justement. Moi, j'ai beaucoup pensé en fait au film comme une réponse aux critiques que moi-même je pouvais faire au précédent film de Eastwood, à savoir que j'ai l'impression qu'il était plus maître de justement de son avion, de son navire, n'importe quoi dans ses précédents films, et qu'il était fait par d'autres gens presque. D'autres gens ont pu émettre les mêmes critiques que ça. Le fait est que Sully, c'est quasiment une réponse à ça. On reproche à Sully à peu près les mêmes choses qu'on a pu reprocher à Eastwood cinéaste. Et dans son speech final, après avoir remis l'humain au cœur du problème, et que en effet on prenne en compte l'humain, il revient sur l'idée que lui, en tant que pilote, il ne travaille pas seul. Et ce sauvetage, si 150 passagers sur 155 ont été sauvés, c'est pas grâce à lui, tout seul, c'est grâce à un groupe, à des gens qui ont réussi à travailler ensemble. Exactement comme un film. Enfin, c'est exactement le discours que peut tenir un metteur en scène accompagné là de son assistant réalisateur. Et il a été accompagné de plusieurs équipes pour le sauvetage, quoi. Et que sans ça, sans la coïncidence entre les différentes équipes, ça n'aurait pas pu fonctionner et des gens seraient morts, bien évidemment. Il met un point d'honneur vraiment sur ce problème du fait que voilà, faire un film, c'est pas être tout seul. Faire piloter cet avion, sauver ces gens, on peut pas être tout seul. Évidemment, il faut être accompagné de gens. Et oui, ça a très très bien marché. Et ça peut très très bien marcher. Et c'en est la preuve. C'en est vraiment la preuve, quoi. Ouais, moi c'est une chose que j'ai pu penser. Le dernier il y a une numéro différence de ce entre la masse et le groupe, vraiment. Oui, bien sûr. Quoi. Oui, non, mais il y a quelque chose comme ça, mais que c'est en ça que je pense qu'on peut pas le qualifier de fordien, ou chez Ford il y a vraiment une idée de la collectivité en sens de l'idée de l'Amérique. Mais je pense que Eastwood il porte pas ça du tout. Après, pour ce côté travail collectif et compagnie, c'est vrai que moi je peux reporter au numéro de ce film qui vraiment revient là-dessus, sur le travail collectif que sont l'entreprise Malpaso, donc la boîte de prod de Eastwood, où il y a vraiment tout le monde a une grande marge de manœuvre et ses limites. Des fois tu lis dans l'article qu'il y a Eastwood qui arrive presque en fin de journée qui dit ouais ça je prends, ça je prends pas. Bah, bon, c'est pas ça, je schématise, mais moi j'ai vraiment eu l'impression devant parmi ces derniers films, et je pense particulièrement à Jersey Boys, que c'est pas lui qui avait réalisé ça, parce que Jersey Boys c'est presque un film presque scorsésien quelque part dans la mise en scène et tout. Tu dis c'est pas possible qu'il ait réalisé un truc comme ça. Moi j'ai plutôt bien aimé Jersey Boys, mais c'était tellement J. Edgar, même si on retrouve, mais même visuellement, J. Edgar c'était je pouvais plus le rapprocher. Il y avait un truc pour moi qui était un peu académique. Faudrait que je le revoie ce film, hein. Mais bon, moi j'avais trouvé ça un peu pâteau vraiment. Après je pense que c'est très discret. Moi ce pourquoi j'aime Sully, évidemment c'est pas, enfin il y a tout ce qu'on a pu raconter ici et là, mais moi je pense que là s'il y a un génie dans Sully, c'est vraiment sur le mood un peu de l'ensemble du film, parce que c'est vraiment assez dingue. Sachant que le film est condensé, hein, c'est 1h30, c'est 1h30, donc ça il y a quasiment que 3 couleurs dans le film, du bleu, du blanc, du gris, et ça se passe sur 2 jours, c'est vraiment condensé. Mais oui, c'est condensé. Et en même temps, je trouvais que ça soufflait vraiment bien, enfin, ça respirait très bien en tout cas, il a trouvé, en tout cas, il y a un monteur là, parce que c'est pas son monteur habituel, c'est un nouveau monteur, je crois, qui est présent. Il a trouvé un truc, il y a rien qui dépasse, j'ai l'impression, mais je pense reste que même, avec le point de vue, à 2-3 exceptions près, sur l'embarcation de l'avion, on reste au point de vue de Sully en plus. Enfin, il y a quelque chose. Et sur les embarcations de l'avion, qui donc entre parenthèses, du coup, filme aussi, c'est une chose qui est très rare dans le cinéma américain, montre les travailleurs américain. Enfin, c'est quelque chose qui a l'air tout con comme ça, mais c'est plus filmé ça. Et sans que ça soit avec. Oui, c'est les gens, le peuple. Hein, enfin, une sorte. C'est même pas une idée du peuple, c'est le peuple. Genre me filmer des travailleurs. Là, on filme des sauveteurs et tout ça. Ça, c'est pas filmé. C'est plus jamais filmé par le cinéma américain. Ça, très mal. Ça se fait, très mal. Mais ça, ils s'en désintéressent totalement. C'est quelque chose pour lequel peut-être des films comme Ken Loach peuvent cartonner. C'est que il y a encore que là-dedans qu'on peut voir des mecs qui sont des prolos. Mais
des mecs genre des mecs qui travaillent, des gens normaux quoi. Là Eastwood le film très bien, et c'est vrai que t'as raison de le souligner, c'est peut-être la seule fois où on quitte la focalisation de Eastwood, c'est qu'on filme ces bonhommes là voilà, dans leur travail tout simplement. Et mais je pense que voilà, là j'ai perdu le fil du coup, mais c'est vrai que moi du coup, Sully, effectivement, 1h30 déjà, c'est très rare dans un film de Clint Eastwood. C'est très rare, ça faisait très longtemps, je crois. Ça faisait très longtemps, je pense que déjà, les films maintenant, ils durent de plus de 2 heures à quasiment tous. Un film de Clint Eastwood, je pense que les films courts de Clint Eastwood, je sais même pas, mais je pense que c'est assez rare. Là, c'est très ramassé. C'est surtout que c'est très ramassé sur un événement, effectivement, qui est lui-même très ramassé, parce que ça doit durer 3 minutes, 5 minutes, le temps, l'annonce en lui-même, la catastrophe en elle-même, enfin, le moment, l'élément déclencheur, et puis l'amérissage, ça doit être 5 minutes, un truc comme ça, ou 3 minutes, voilà, donc, et faire tout un film là-dessus, alors qu'il n'y a pas trop d'antagonisme, si ce n'est vraiment la bureaucratie, sur lequel, comme d'habitude chez Eastwood, il a la main un peu lourde, parce que c'est là où ça se prononce plus, son côté très politique chez Eastwood, chose qu'on peut retrouver chez Un Monde Parfait par exemple, où t'as un méchant agent du FBI, mais là on voit bien que c'est ce qu'il n'aime pas, quoi. C'est les agents du gouvernement, il ne les aime pas, et il a la main parfois un peu lourde. C'est relativement discret dans Sully, ça va, mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu la chose la plus artificielle du film. Moi, ce que j'adore, enfin ce que j'aime beaucoup aimer dans le film, j'adore, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais je trouve qu'il y a vraiment une très grande réussite là-dedans. C'est vraiment en termes d'ambiance, quoi, de mood, quelque chose d'un peu groggy, où le personnage, d'hiver, enfin toute cette ambiance de l'hiver, beaucoup, mais tout joue là-dedans. Une photographie un peu éteinte, le fait que ça soit l'hiver, le fait qu'on est en situation un peu post-traumatique, que le personnage est dans une situation post-traumatique, qu'il soit traversé par des cauchemars, qu'il soit qu'on a l'impression que Tom Hanks joue ça très bien. Il se demande toujours un petit peu là où il est. On voit bien qu'il y a des scènes dans sa chambre où il n'arrive pas à dormir. On voit bien que même dans le film, on dirait que c'est un film qui a été tourné par un mec qui n'a pas dormi depuis 3 jours, qui est dans cet état second un petit peu de quelqu'un qui a pas dormi depuis 3 jours. Et le film a vraiment cette ambiance-là, ce qui fait que des fois on a l'impression qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Finalement, les enjeux sont relativement très réduits, mais il arrive à faire tout, à tirer tout le sel possible de cette ambiance-là pour finalement donner une sorte de portrait de ce que ça peut être une sorte d'état de pays qui est un peu traumatisé par un événement vraiment complètement horrible qui lui est arrivé. Et voilà, parce que c'est encore une fois ça, quoi. Sully, c'est vraiment un film post-11 septembre, vraiment radicalement. Il y a une allusion qui paraît presque en trop dans le film à ça, quoi. Et on sent que le film est traversé par ça, comme La Guerre des Mondes de Spielberg peut être traversé par ça sans avoir jamais à dire, à l'annoncer, voilà, c'est le 11 septembre. C'est traversé par une ambiance comme ça. Là, Sully, c'est aussi un film qui est traversé par ça, par cette sorte de ruine dans laquelle les Américains se baladent parce qu'ils se sont fait attaquer. Mais finalement, oui, il arrive à créer une sorte d'ambiance, quelque chose d'état mental qui est assez saisissant. Ouais. Alors, pour terminer, parce qu'il est déjà tard, il va falloir qu'on quitte l'antenne, mais j'avais juste un petit bémol. Moi, c'est le seul vrai bémol que j'ai par rapport au film, et c'est exactement le même vrai bémol que j'avais avec Hacksaw Ridge. En fait, c'est une fois que le film est terminé, il y a eu un fondu au noir, le film est terminé, et là, on se retrouve avec des images des vrais gens, et et ça m'a beaucoup gêné dans Hacksaw Ridge. Déjà, je trouvais que ça n'avait vraiment chose qu'il avait déjà fait dans American Sniper, justement. Voilà, aucun intérêt, ça n'avait aucun intérêt dans Hacksaw Ridge. Et Clint Eastwood, enfin voilà, il y a beaucoup de liens avec American Sniper. De toute façon, il y a beaucoup de scènes, comme le dit Burdo d'ailleurs dans son texte, dans son film, il y a beaucoup de scènes qui se parlent entre les deux films. Mais c'est vrai que là, du coup, de terminer encore une fois par ces images avec le vrai Sully, avec les vrais rescapés de l'avion, pour moi, c'était vraiment dommage de partir, de quitter le film sur ces images-là, qui pour moi gâchent vraiment la fiction, tout ce qu'elle peut représenter, toutes les voies que ça peut ouvrir, toutes les voies que pouvait ouvrir le film. Et là, d'un coup, de voir ces images aujourd'hui, de ces vrais gens, dont je vais pas dire que je me fous de ces gens, mais je me fous de ces gens, en fait. J'ai pas envie de les voir là, maintenant, à ce moment-là, en fait, une fois que le film s'est terminé, que j'ai pensé, que j'ai vécu des choses vraiment en voyant ce film. Et là, d'un coup, ça les enterre. C'est vraiment le problème. Et c'est le problème que j'ai eu avec le film de Mel Gibson, c'est que ça a enterré un peu, des choses que j'avais pu voir. Et je trouve ça extrêmement dommage, vraiment extrêmement dommage en fait. Je comprends entre guillemets pourquoi les deux bonhommes ont pu vouloir mettre ces choses-là. Je reste convaincu que ça, par contre, que ça s'adresse à un
à un public américain, et je dirais même à un public américain de l'Ohio, plutôt qu'à quiconque. Parce que ça plaît aux gens de se dire oui, ce qu'on a vu c'est arrivé pour de vrai, que ça doit leur faire quelque chose des fois quelque part. Moi pas du tout, au contraire, ça me cisaille un peu les interprétations que je peux avoir ou les émotions que j'ai pu avoir. Donc ça m'a beaucoup gêné encore de terminer là-dessus. Donc je conseillerais aux gens, quand vous sentez le fondu au noir au bout d'une heure et demie, de partir et de pas regarder la tête du vrai Sully. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Mis à part se dire oh oui, tiens, Tom Hanks il était bien maquillé. Donc on va se quitter. Sully de Clint Eastwood est bien évidemment au cinéma. On va quelques annonces spéciales avant de se quitter, notamment donc ce soir si vous nous écoutez en direct, ce jeudi. Les 20 ans de Cinémaniacs, c'est au Diapason, c'est gratuit, c'est bourré de surprises, plusieurs films, des animations, et voilà, c'est à partir de, sans doute à partir de Cinémaniacs qui fait 20 ans, quand même. Ouais, 20 ans, en tout cas, ils font un super boulot de ciné-club, donc au Diapason, sur le campus de Beaulieu, avec toujours une programmation super chouette, et donc bon anniversaire à eux. Et puis, très très vite, on vous annonce tout de suite, que le prochain Blind Test du Cinéma est mort pour le Festival Travelling aura lieu le jeudi 9 février au 1988 Live Club. Ça sera à 20h30, c'est bien évidemment gratuit. Il y aura encore une fois beaucoup de cadeaux à gagner. On en reparlera de toute façon beaucoup d'ici là, c'est dans plus de 2 mois. On en reparlera beaucoup, mais vous pouvez déjà cocher la date, le jeudi 9 février 2017. Ne prévoyez rien. Le week-end prochain, enfin le week-end qui vient là, donc encore une fois si vous nous écoutez en direct, il y a un nouveau festival qui se déroule à la Parcheminerie qui s'appelle les Étoiles de la SCAM. C'est plus ou moins organisé par les comptoirs du Doc, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de très bons films qui sont présentés, et pas mal de réalisateurs qui viennent, notamment Christian Rouault qui a réalisé le remake français de Braveheart, Tous au Larzac. Et d'ailleurs il n'y avait pas une conférence peut-être ce soir de Pascal Breton à Rennes? Peut-être. Ah, tu n'as pas vu ça toi? Je crois non. Que c'est ce soir, donc ce jeudi soir, Pascal Breton qui vient à la MJC de quelque part pour faire une conférence sur le temps au cinéma ou quelque chose comme ça. Okay. Allez voir sur la page Facebook de Suite Armoricaine, donc le film. Non mais ouais, d'accord. Ah bon? Oui. Ah tiens, ok, d'accord, ok. Et puis on va se quitter. Il y a aussi Desplechin qui vient au TNB dimanche. On s'en fout parce qu'il faut se taper un film un peu pourri, mais par contre Desplechin quand il parle de cinéma, je pense que c'est très intéressant. On se quitte avec un extrait de La mémoire de nos pères, film de premier épisode du diptyque sur la guerre de Guadalcanal, pas de Guadalcanal du tout d'ailleurs, mais sur la guerre dans le Pacifique. Seconde guerre mondiale dans le Pacifique de Clint Eastwood, sur le héros justement en VO. Merci Antonin, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très très bientôt. Ciao. Des bisous. I finally came to the conclusion that maybe he was right. Maybe there's no such thing as heroes. Maybe there are just people like my dad. I finally came to understand why they were so uncomfortable being called heroes. Heroes are something we create, something we need. It's a way for us to understand what is almost incomprehensible. How people could sacrifice so much for us. But for my dad and these men, the risks they took, the wounds they suffered, they did that for their buddies. They may have fought for their country, but they died for their friends, for the man in front, for the man beside him. And if we wish to truly honor these men, we should remember them the way they really were, the way my dad remembered them.